Hello à tous et bienvenue à vous dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Martin Petit de Bordeaux. Hello Martin, comment ça va? Salut, ça va Siab, très bien et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Alors, très heureuse, très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans le podcast, Martin. Tu as un parcours un peu spécial, un peu spécifique, on va dire. Et puis, j'ai juste envie, en fait, de parler de courage, de persévérance au début de cet épisode. Et puis, je te laisserai un peu le soin de te présenter, juste, voilà, un peu brièvement, pour expliquer un peu aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent un peu, voilà, qui est Martin. Alors du coup, je me présente. Donc moi je m'appelle Martin Petit, j'ai 31 ans. Je vis sur Bordeaux, pardon. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, donc sur une thématique un petit peu particulière et qui sera évidemment le sujet de ce podcast. Ouais. Moi, j'ai eu un accident il y a 6 ans de plongeon. Je me suis brisé une cervicale et j'ai eu la moelle épinière qui a été touchée. Et depuis, je suis en fauteuil roulant. Donc en fait, sur mon compte Instagram principalement où je suis le plus actif et YouTube, voilà, je parle un petit peu de mon quotidien de jeune homme en fauteuil roulant et j'essaie de partager mon quotidien, de sensibiliser sur les questions du handicap. Et puis bon, voilà, on aura le temps, je Ouais, pense, tout pendant le à fait. podcast, d'aborder tout ce sujet-là. Mm. Et justement, Martin, en fait, tu m'as inspiré, tu as inspiré beaucoup de personnes et c'est pour ça que justement, j'ai fait appel à toi pour pouvoir inspirer encore plus de personnes. Et en 2017, c'était bien le 21 août, euh, juste avant, en fait, tu avais un mode de vie très sportif, on va dire. Tu Mhm. vas voilà, nous parler un petit peu de ça maintenant. Et puis, tout a basculé d'un jour au lendemain. Voilà, c'était un accident que tu as eu. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, ce qui s'est passé? Alors, dis-moi, voilà, comment c'était, on va dire, ta vie avant, ta vie de, Ok. voilà. Alors, ma vie avant, j'étais étudiant. Avant, juste avant mon accident, avant la rentrée de mon master 2, où justement j'ai eu mon accident, j'étais en master en management du sport à l'IAE à Nice. Mm. Donc effectivement, très sportif parce que c'était un petit peu mon mode de vie, c'était un petit peu mon équilibre, c'était mon exutoire aussi au quotidien. Et voilà, disons que j'avais une vie plutôt sympa que alors, on ne pourra pas revenir sur toute ma vie, parce que sinon ça va être très très long. Mais Mm. c'est vrai que je me suis un peu construit cette vie-là. Et moi, à la base, je suis originaire de Tours. Et je suis parti vivre donc sur la Côte d'Azur au moment de mes études. Et je comptais m'y installer parce qu'à l'époque, j'étais aussi avec quelqu'un. Mm. Et c'est vrai que ce mode de vie me plaisait bien. Voilà, il faisait beau. Il fait quand même régulièrement beau sur la Côte d'Azur. J'avais ma moto, j'avais mon sport, j'avais la plage. J'étais à 400 mètres de la plage. Enfin, voilà, j'avais vraiment toutes les choses dont j'estimais avoir besoin pour être épanoui, Mm. même si je savais pas encore à ce moment-là où est-ce que j'allais professionnellement, parce que bon, j'avais 25 ans, que j'étais en master et que je me posais encore un petit peu des questions sur mon avenir. Et effectivement, donc juste avant la rentrée du M2, comme je le disais, j'ai eu mon accident, donc le 21 août 2017, où j'étais en vacances chez mon père qui habite dans les Landes. Et la personne avec qui j'étais à ce moment-là, en fait, on venait de se séparer, donc j'avais besoin un petit peu d'aller me changer les idées. Et ce qui s'est passé, c'est que je décide d'aller rejoindre des copains du côté de Seignos. Donc, je sais pas si, alors, ouais, c'est du côté de Hossegor. Mm. Euh, et donc dans le sud-ouest de la France. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est voilà, journée de plage classique, on profite, il fait beau, il fait chaud, on bronze, on est avec les copains. Et ce qui devait être la dernière baignade de la journée, je décide de me lever de ma serviette, je cours vers l'océan, et en fait, je plonge de ma simple hauteur, et je fais pas attention en fait qu'il n'y a pas suffisamment de fond. Donc là, à ce moment-là, en fait, je me tape la tête, je me fracture la cervicale, donc C5, donc ça, je l'apprendrai évidemment plus tard, et j'apprendrai aussi plus tard que j'ai une lésion sur la moelle épinière au niveau C6, C7, donc c'est ce qui correspond à une tétraplégie. Donc pareil, on pourra peut-être revenir un petit peu en détail parce que je pense que aussi important de parler de tout ça et c'est aussi mon moyen à moi de sensibiliser. Donc j'ai le sentiment de me répéter souvent, mais voilà, c'est la récurrence qui fait que les gens prennent conscience aussi des choses au global parce que souvent les gens associent la tétraplégie au film intouchable et en fait c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est en fonction de là où tu vas être touché sur la moelle épinière, tu vas avoir plus ou moins une atteinte importante. Et en fait, tu peux avoir des tétraplégiques hauts comme dans Intouchable et des tétraplégiques bas comme moi,
avec une tétraplégie basse, donc qui est caractérisée par une atteinte des quatre membres. Donc ceux qui ne voient pas les images, qui regardent pas la vidéo sur YouTube, ils verront pas les images, mais en gros, voilà, moi je peux pas tout bouger les doigts, donc c'est ce qui correspond à ma tétraplégie. Enfin, c'est ce qui caractérise ma tétraplégie. J'ai des triceps qui sont faibles, et en gros, pour faire simple, il me reste le releveur du poignet, le biceps, les épaules, un petit peu le haut du dos, évidemment le cou, la tête, et des pectoraux jusqu'au doigt de pied, j'ai une paralysie. Donc tout ça en bas, je peux pas l'utiliser. Enfin, je suis paralysé, quoi. Et du coup, donc je reviens à l'accident. Ouais, Et merci pour la pareil, voilà. Pardon Martin, merci pour la Hmm. précision parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment ce que c'est voilà, quelqu'un de tétraplégique. Donc, ils se demandent, merci voilà, d'avoir précisé ça. Et puis, qu'il y a différentes formes hein, selon ce que tu expliques. Il y a différentes formes et c'est valable aussi pour des paraplégiques. C'est qu'il peut y avoir des paraplégiques hauts qui vont avoir, par exemple, l'usage des doigts, mais ils vont être paralysés au même niveau que moi, au niveau des abdos. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'équilibre et tu peux avoir des paraplégiques qui sont bas, qui ont toute la sangle abdominale. Donc, le champ des possibles, il est bah, forcément, plus tu as de possibilités physiques, plus tu peux envisager des choses. Et tu as même des paraplégiques qui marchent, qui ont une lésion très, très basse, dont la pathologie est caractérisée par une tétraplégie par une paraplégie, mais qui peuvent marcher. Mais après, il y a d'autres conséquences. OK. Au fait, voilà, donc, tu as plongé. Et puis, Voilà. Alors, j'ai plongé. Alors, pareil, ouais. j'explique un petit peu l'accident comme ça, parce que souvent, c'était un peu aussi quelque chose qui moi, m'avait un peu affecté quand j'étais au début de mon accident. C'est que souvent, on associe le fait que je sois jeune, qu'on prend des risques, qu'on fait des bêtises, etc. Et en fait, moi, cet accident, je pense que dans l'acceptation et la reconstruction, j'ai pas eu d'animosité envers moi-même dans le sens où je m'en veux pas, parce que bah, une heure avant, je me suis baigné en fait à 50, 100 mètres plus loin. Tu faisais deux, trois pas et tu avais du fond quand même relativement rapidement. Et en fait, vu que c'est aussi pour ça que tout à l'heure j'ai précisé que je m'étais séparé à ce moment-là, c'est que j'étais pas forcément très attentif. J'étais un peu l'esprit ailleurs, je faisais pas forcément gaffe, etc. Pas très alerte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'endroit où j'ai plongé, bah, malheureusement, il n'y avait pas de fond, alors que 50 mètres plus loin, une heure avant, il y en avait. Et bah, malheureusement, j'ai tapé. Et voilà, la conséquence, c'est celle-ci. C'est bah, que je me suis fracturé cette cervicale et que maintenant, j'ai une paralysie et une tétraplégie. Mhm. Donc, tu es sorti, évidemment, voilà, tu étais avec tes copains. Et Mhm. puis tu t'es rendu compte que peut-être, voilà, tu n'arrives pas à bouger tes jambes, c'est ça? Ouais, alors moi en fait à ce moment-là je suis conscient de tout. Il y a juste l'impact où il y a une demi-seconde enfin de voilà de chaos on va dire. Et Ouais. je me souviens ce truc un peu genre des acouphènes, genre bah forcément c'est un gros choc. Et Mhm. là je me souviens bah, voir mes bras qui flottent devant moi Mhm. et mes yeux grands ouverts, donc là panique à bord. Et là bah, je commence à me noyer parce que bah, je suis paralysé, je suis dans l'eau, je peux pas bouger et qu'à ce moment-là, bah, il y a une pensée qui me vient, c'est que bah, là, je suis dans la merde, en fait. Mhm. Et tout de suite, j'ai pris conscience de ça. Et d'ailleurs, c'est un peu pour la petite anecdote que je raconte de temps à autre, c'est que c'est fou comment on peut avoir un instinct de survie. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'ai eu un instinct de survie parce que je me souviens pouvoir bouger un peu la tête. Et quand j'arrivais à sortir la tête hors de l'eau, je me suis dit, je vais pouvoir crier à l'aide. Et je me suis dit, le mot au secours, c'est en deux mots. Le mot help, c'est en un mot. Du coup, je voulais aller le plus rapidement possible et que le mot soit le plus facile à sortir pour que j'ai le maximum de chances qu'on puisse m'entendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon pote, il m'a jamais entendu. Wow, ok. Mais pas. Donc, j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que Ouais, mon pote m'avait jamais entendu. Mais par contre, effectivement, lui, il était sur sa serviette, bah, il était avec sa chérie. ouais. Et à ce moment-là, en fait, bah, il capte qu'il y a un truc qui se passe, qui est pas normal. Et en fait, il est venu me tirer de l'eau. Et en fait, au moment où il me tire de l'eau, bon, bah, voilà, je suis hors de danger, entre guillemets, par rapport, en tout cas, à l'océan et la noyade. Et là, je lui exprime le fait que ben, je peux plus bouger les jambes. Donc à ce moment-là, je les sentais. Parce que moi, c'est pareil, on pourra revenir dessus, mais j'ai une tétraplégie incomplète. Donc en fait, moi, j'ai la sensation de mon corps. Et en fait, à ce moment-là, voilà, je lui exprime que je peux pas bouger mes jambes. Donc là, évidemment, je commence un peu à paniquer, etc. Et après, ça a été très très vite. Euh, et aussi, bon, je pense qu'il y a aussi cette réalité, c'était il y a bientôt 6 ans maintenant, et que
bah, il y a beaucoup de choses, voilà, qui se sont passées et que j'ai un petit peu, voilà, il y a des détails que j'ai certainement un petit peu oubliés. Mais par contre, ce qui s'est passé, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu un médecin qui était sur la plage à ce moment-là. Et ce médecin, en fait, a fait le diagnostic. Il m'a parlé, il m'a rassuré. Il était en vacances, il était en maillot de bain. Et en fait, il était là vraiment par hasard. Et en gros, il m'explique à ce moment-là que ça peut être un choc médulaire. Donc, un choc médulaire, ça peut être la moelle épinière, entre guillemets, qui a été impactée, mais qui se met, entre guillemets, en sauvegarde. Je sais pas comment exprimer le truc, mais en gros, ouais, ton corps se paralyse temporairement pour éviter le danger et que ça peut progressivement revenir. Et en fait, je sais pas s'il a dit ça pour me rassurer ou si lui avait déjà une idée de ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, voilà. Après, la suite, c'est les maîtres nageurs sauveteurs qui sont arrivés, la couverture de survie, t'as l'hélicoptère, c'était un film, hein, un hélicoptère qui atterrit sur la plage et il m'héliporte jusqu'à l'hôpital de Bayonne. Et au moment où j'atterris sur le toit de l'hôpital, j'ai quelques souvenirs, mais pour le coup, je pense qu'ils avaient commencé à me sédater. Donc là, voilà, il y a 2, 3 jours un peu dont je me souviens pas. Et donc de ce que je sais, c'est que j'ai été opéré pendant 7 heures. Donc ils ont retiré ma cervicale qui était fracturée. Ils ont reconsolidé le tout avec une arthrodèse entre C4 et C6. Donc j'ai encore une bonne mobilité du coup, donc c'est plutôt pas mal. Je suis pas trop bloqué au niveau de la tête. Ouais. Et puis bon bah voilà, ils ont fait ça bien, hein. Ils m'ont sauvé la vie quoi. Ah oui, évidemment. Et en fait, qui t'a annoncé après cette nouvelle, en fait? Est-ce que c'est de l'hôpital ou... Alors alors moi déjà je pense qu'à ce moment-là sur la plage je savais que c'était grave. Je m'en souviens pas trop, mais apparemment quand je suis arrivé à l'hôpital je pétais un câble. Apparemment je crie dans tous les sens. Je m'en souviens pas du tout pour le coup. Et apparemment je criais que je voulais pas être tétraplégique et tout. Genre j'étais dans un état de panique totale. Enfin de ce qu'on m'a dit. Apparemment vraiment je criais dans tout l'hôpital. C'était Ah ouais, il y a c'était un truc des... de fou. C'est normal, c'est un... Mais en fait, c'est le choc. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que j'ai pas conscience de ça. Je m'en souviens pas parce que moi, je suis plutôt de nature assez tempérée, assez calme. Et genre là, genre, apparemment, je pétais mon plomb. Mais Ouais. bon, c'est à peu près logique. Et par contre, ouais, j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on me l'a annoncé. Je sais que, bah, voilà, sur la plage, que c'était grave. Et quand je me suis réveillé en réanimation, bah, en fait, c'était quand même un peu le flou pendant quelques jours. J'étais un peu dans le gaz. Et je sais quand même qu'il y a une interne qui est venue me l'annoncer. Et pour être très honnête, pour être très 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 honnête, je me souviens plus ou moins de son visage, Ouais, de comment elle est arrivée et tout, mais je me souviens pas de ma réaction. d'accord. Je me souviens pas si j'étais genre mal, si j'étais dans une dynamique où bah faut que j'avance. Et ça, pareil, bon, je peux enchaîner parce que je suis capable de parler pendant des heures, mais D'accord. souvent on me pose la question, mais dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? Et en fait, ben, moi, j'étais très partagé entre deux émotions. La première, c'est ben, il m'est arrivé quelque chose de grave, je suis pas n'importe qui et je vais m'en sortir. Donc c'était un moyen pour moi de galvaniser un petit peu voilà, de la force en moi, de l'énergie, de l'ego, tout ce que tu veux. En fait, je mettais tout ce qui était en ma possession à ce moment-là pour bah, être dans une dynamique où je vais m'en sortir, je vais récupérer. Parce que voilà, progressivement aussi, on m'a expliqué que ma tétraplégie incomplète pouvait supposer que je pouvais récupérer. Donc j'étais un petit peu alimenté par ça. Et puis après, bah, forcément, de l'autre côté, j'étais partagé avec mon émotion très négative, très dépressive, très je vais jamais m'en sortir, je perds tous mes repères et ma vie elle a plus de sens, quoi. C'est normal. Ce qui est tout à fait normal. Et donc, en fait, juste après, Martin, tu as Mhm. réappris, on va dire, un petit peu tous les gestes du quotidien, voilà, comme si tu venais justement de voilà, découvrir, on va dire, tout, voilà, une autre vie. Et Mhm. puis, comment ça s'est passé cette année? En fait, il y avait une année de rééducation, hein, c'est bien ça. Comment ça s'est passé cette année? Alors en gros, non, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je suis à l'hôpital pendant quasiment un mois. J'ai fait 15 semaines de réa, j'ai dû faire, enfin non, 3 semaines de réa, j'ai fait une semaine à l'hôpital. Ensuite, j'étais dans un centre de rééducation dans le Pays Basque temporairement, le temps que des places se libèrent dans d'autres centres. Et ensuite, j'ai été dans un centre un peu plus reconnu, en tout cas un peu plus grand, qui est du côté de Bordeaux. Donc moi, ça m'arrangeait bien, entre guillemets, parce que mon père, ça changeait pas pour lui, parce que mon père, il vit dans les Landes, du coup, ça changeait rien que je sois dans le Pays Basque ou que je sois à Bordeaux, c'était le même temps de trajet. Et ma mère qui est sur Tours et mes potes qui étaient sur Tours, ça me permettait aussi de me rapprocher, parce que le Pays Basque, c'est quand même assez loin sinon. Donc là, ça me permettait de me rapprocher. Et puis pour être très honnête aussi, à ce moment-là, on m'avait proposé d'aller là-bas. J'étais complètement perdu, genre vraiment, quand je vois le chemin que j'ai parcouru et quand je vois ce moment
où ma vie elle a plus aucun sens, bah, on m'a proposé d'aller dans ce centre-là. J'ai dit, bah, allez, foutu pour foutu, en gros, j'y vais. Ouais. Donc à ce moment-là, il se passe en tout et pour tout. Moi, je suis sorti du centre, enfin voilà, de tout ce qui est hôpital, centre de rééducation. Je suis sorti 11 mois après. Donc ce qui est assez rapide pour un tétra, parce qu'en général, la problématique c'est de retrouver un logement. Donc ça peut prendre du temps. Il y a des démarches, il y a des travaux. Donc des fois, il y a des gens qui peuvent rester beaucoup plus longtemps en centre de rééducation. Moi, j'ai eu la chance de rester un peu moins longtemps, mais 11 mois, ça reste quand même très très long. Et s'imaginer 11 mois au même endroit, bah, faut le conscientiser, mais on attend voilà, de voir des choses, de ruminer, d'être dans des états qui sont pas les plus optimales, on va dire, pour sa santé mentale. Donc, bah, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas en centre de rééducation et le centre de rééducation, bah, au début, comme je le disais, moi j'ai une tétraplégie incomplète, donc possiblement des chances de récupérer. Donc en Ouais. fait, on travaillait sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, le fait de d'essayer les choses, d'entraîner son cerveau à se dire, bon, voilà, s'il y a de la récupération, bah, pour pas qu'il perde en fait l'habitude, le cerveau, et bah, on va travailler les gestes, on va, on va faire des exercices, etc. Ça a été Et moi, comment je pour me toi, suis pardon, ça a été comment pour toi ces moments-là? Est-ce que tu étais dans l'acceptation ou toujours dans un peu le refus? C'était comment en fait ton état d'esprit Ça a été très particulier parce que je pense que voilà, on est tous, on a tous et toute notre singularité. Et alors, moi, je sais qu'il y a des gens qui acceptent pas du tout, qui ont beaucoup de mal à avancer. Et j'ai d'autres exemples que moi. On me prend souvent en exemple parce que voilà, j'ai cette posture un peu médiatique. Mais moi, je connais des gens, ils ont Ouais, accepté encore plus vite que moi, ouais, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus, voilà, avec beaucoup plus de, je sais pas, je trouve pas les mots, mais ces gens-là, moi, m'impressionnent parce que ils ont tout de suite été de l'avant. Moi, j'ai été de l'avant, mais par contre, j'étais parasité par des pensées qui étaient complètement dépressives. Euh, et en fait, c'était toujours un peu ambivalent. C'est-à-dire que j'avais des moments d'euphorie, des moments de joie, des moments où j'allais récupérer un mouvement dans le pouce du doigt de pied. ouais, Et je me dis, ah bah c'est comme dans Grand Corps Malade, je vais remarcher et la ouais. récupération, elle est pour moi. Et même si je sors pas et que je vais pas demain repartir en courant du centre, bah, je m'étais dit, bon, au moins je vais remarcher et je vais pas rester cloîtré dans un fauteuil. Avec une vision en plus de ça à ce moment-là qui est très, enfin, je pense qui est complètement différente de celle que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on associe souvent le fait d'être en fauteuil roulant ou d'avoir un handicap ou une problématique quelconque comme une fatalité. Et en fait, évidemment que c'est pas facile au quotidien d'être en fauteuil, qu'il y a plein de choses qui sont difficiles, mais ça nous ouvre aussi des perspectives, ça nous ouvre l'esprit, ça nous ouvre. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait une ouverture sur le monde. Ouais, ouais. Et en fait, je suis plus du tout dans cette vision fataliste du handicap. C'est-à-dire que je me surprenais souvent à dire j'ai fini tétraplégique. Mais c'est pas une finalité d'être tétraplégique en fait. Ouais. Genre, tu peux vivre une vie qui est riche, qui est stimulante et avec des moments de joie. Et évidemment que c'est peut-être plus compliqué que d'autres, mais je pense qu'on apprend aussi la gratitude Mhm. de vivre et de passer par des moments qui sont compliqués. Mhm. Oui, tout à fait. En tout cas, bravo hein, pour ton parcours jusque-là, parce que ouais, comme tu l'as bien dit, il y a des gens qui acceptent tout de suite, il y a des gens qui, voilà, qui n'arrivent toujours pas, en tout cas, qui n'acceptent pas, n'acceptent jamais dans leur vie cette situation. Mm. Puis, franchement, je te félicite, voilà, pour tout ce parcours. Et puis, Merci beaucoup. quand même, je te pose cette question, est-ce que quand on est justement sur un fauteuil roulant, est-ce Mhm. on est condamné à être malheureux toute une vie? Ça, c'est un peu, Mm. tu vois, parce que j'ai lu l'un de tes posts et puis ouais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit. Est-ce qu'on est vraiment malheureux toute une vie? Est-ce qu'on peut transformer ça? Est-ce qu'on peut, voilà, faire les choses peut-être qu'on faisait avant tout en respectant notre état? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement dans un de mes textes je dis que voilà on n'est pas condamné, enfin comme si le fauteuil nous condamnait à être malheureux toute une vie. Ouais, Alors je pense que fauteuil ou pas fauteuil en fait on traverse tous des difficultés. Hein. Quiconque vit traversera va perdre un proche, va avoir possiblement un problème de santé, va avoir un burn-out au travail, une rupture amoureuse qui est difficile. Et en fait la difficulté à mon sens c'est quel est le sens que tu redonnes à tout ça? Et le plus dur souvent dans ces moments-là, c'est quel est le sens que tu redonnes à quelque chose qui n'en a pas. Après, je pense qu'il faut aussi considérer le fait que la vie, elle n'est pas immuable
Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que mon accident m'a appris, c'est que la vie, elle n'est pas linéaire. La vie, elle va pas. Alors, j'ai l'impression de d'être un gourou, Non, mais mais la vie, mais la vie, tu voilà, penses, c'est ça, hein? ouais, non, non, ouais, ouais. Bon, après, après, voilà, c'est que je suis toujours un peu mal à l'aise aussi avec l'idée de donner des conseils, etc. Parce que ce qui est valable pour moi, c'est pas forcément valable aussi pour les autres. Donc, je voudrais pas être donneur de leçons. Mais ce qui est Mais valable je pour pense que toi, pardon Martin, mais ce qui est valable pour toi peut inspirer beaucoup de personnes. Oui, c'est ça ce qui est important. ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que moi, il y a beaucoup de parcours qui ont fait écho en moi, de la même manière que j'imagine que mon parcours fait écho en Tout à fait. chacun. Et je pense que j'ai aussi cette capacité à mettre des mots sur certaines choses qui peuvent peut-être alimenter des réflexions. Ouais. Donc ça, voilà, c'est une conscience de mes qualités. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, la vie, elle est pas immuable. Euh, on va tous traverser un moment ou un autre des difficultés. Et en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'accident m'a appris à identifier ces moments et à savoir que ces moments vont arriver un jour ou l'autre et que ça sert à rien, en fait, d'essayer d'avoir le contrôle et de se dire que ça arrivera pas parce que ça arrivera forcément un jour. Et c'est, la question, c'est comment tu arrives à transcender tout ça. Donc, demain, tu as une rupture amoureuse, demain, tu perds un proche. Bah, finalement, qu'est-ce qui est le bon pour toi? C'est ça. Et puis je pense, transcender la difficulté, c'est ben, redonner du sens à ce qui n'en a pas. Et moi, je me pose toujours des questions. Par exemple, c'est des trucs bêtes, mais par exemple, demain, je perds un proche. Mm. Ben, je dis souvent, en fait, il aurait pas voulu que je me morfonde ou que je sois malheureux. La vie, elle peut s'arrêter. Ça fait partie de la vie, hein, le fait d'un jour partir. Et ben, je sais que la perte d'un proche, par exemple, moi, au contraire, ça va me donner la force de faire encore mieux, de devenir une meilleure personne, de rendre le monde encore meilleur, parce que ben, c'est ce que la personne elle aurait voulu pour peut-être pour les autres, c'est ce qu'elle aurait voulu pour moi, elle aurait pas voulu que je me morfonde, etc. Et plutôt qu'en fait de prendre de plein fouet et de me dire de me mettre dans un état. Et je dis pas que c'est facile, hein. Et je dis pas que je vais y arriver, hein, parce que c'est arrivé une fois, mais voilà, j'ai encore plein de membres de ma famille qui sont vivants, mais je me pose toujours la question pour cet exemple-là, hein, de me dire ben, le meilleur moyen de faire honneur aux gens qui partent, c'est aussi de vivre pleinement, d'être pleinement heureux et de faire des choses qui ont du sens pour moi et pour les autres. Mm. Et ça, enfin voilà, moi c'est un peu mon sur cet exemple-là, c'est un peu mon leitmotiv, et je pense que voilà, toutes ces choses sont applicables dans toutes les difficultés que tu peux rencontrer. C'est-à-dire Mm. que moi, je pense que mon accident m'a préparé à toutes ces choses-là. Et je pense aussi que j'ai cette capacité à, comme on le disait tout à l'heure, à exprimer des choses, exprimer des réflexions qui peut-être pourront nourrir celles des autres et apprendre aussi certains à mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leurs difficultés euh, Justement, en et, fait, euh, c'est là. et sensible. Ouais. Et, Ouais. excuse-moi de te couper, et peut-être, voilà, avec l'humilité que je me dois d'avoir, mais inspirer les gens de la même manière que les gens m'inspirent. Et c'est aussi pour ça que j'ai investi les réseaux sociaux, à un moment de ma vie. Et là, pareil, on pourra revenir dessus, parce que à la base, c'était pas ça le projet initial, c'était beaucoup plus thérapeutique. Mhm. Et justement, en fait, pour arriver en fait à ce mindset que tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'avais un peu avant l'accident, c'est-à-dire un petit peu, peut-être tu avais une certaine base, ou tu as vraiment développé tout ça après l'accident? C'est-à-dire toi, en prenant du recul aujourd'hui par rapport à ta vie, comment tu te Mhm. vois? Est-ce que à partir de l'accident que tout a changé comme ça? Alors, je pense que de base, j'avais cette sensibilité, cette réflexion. Ouais. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'accident a exacerbé, je pense qu'il y avait de meilleur en moi. Je pense que ça a été aussi beaucoup nourri par bah, les réseaux sociaux qui sont devenus mon métier maintenant, qui ont fait que j'ai rencontré tellement un panel de gens différents, d'horizons différents, de classes sociales différentes, qu'en fait, je me suis nourri de toutes ces histoires-là. Et bah, l'accident, la réflexion qui en découle et l'enrichissement que j'ai pu avoir par rapport à l'ouverture que je pouvais aussi pas avoir par rapport aux autres, a fait que j'ai peut-être ce mindset encore plus développé aujourd'hui. Mais ce qui est assez rigolo, et j'ai un peu des réflexions comme ça, où des fois ça me revient, c'est qu'à l'époque, j'étais un petit peu je pense, déjà dans ces dynamiques un peu de développement personnel, etc., sans forcément mettre de mots dessus, mais voilà, dans le fait de prendre soin de mon corps, dans le fait de prendre soin de moi, de prendre en confiance, d'avoir de l'estime pour moi-même,
J'étais déjà un petit peu dans cette recherche-là. Et Ok. ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, quand je parlais de ça avec des gens, j'étais pas forcément pris au sérieux. Et moi, je le vois beaucoup aujourd'hui. C'est que ben, quand je parle à des adultes maintenant, genre quand ils se disent le mec il s'est relevé d'un truc de ouf. Et en fait, genre c'est palpable, tu vois. Genre quand je parle, des fois mais moi je me dis putain, mais ça fait limite bizarre, tu vois. Si les gens s'arrêtent de parler, m'écoutent avec une attention qu'ils m'ont jamais donnée. Alors qu'avant, tu vois, quand j'ai été plus jeune, j'étais un peu le jeune crédule. Oui, tu verras la vie. Et en fait, moi, j'ai des exemples comme ça. Alors, je pense à lui là parce que c'est ce qui me vient en tête. Mais moi, je me souviens de mon ancien patron quand j'étais en alternance chez Darty. Ok. Euh, et tu vois, t'avais toujours ce côté un peu ironie, un peu blagounette et tout par rapport à mon mode de vie. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, il m'appelle et bah, il est impressionné, mais forcément, il a une forme d'admiration. Et puis, il m'a connu aussi valide, il a vu aussi par quoi je suis passé. Et en fait, c'est rigolo, c'est que je me rends compte que j'ai un pouvoir de peut-être apprendre aux gens est-ce que bah, l'essentiel, enfin voilà, j'avais peut-être déjà des clés qui me permettaient d'avancer. Et est-ce que je peux pas aussi, bah, de par mon parcours, donner non pas des conseils ou des clés, mais Et des gens, partager ma réflexion pour nourrir celle des autres. ouais, ouais, pour les aider, pour les soutenir aussi dans leur peine à eux aussi. Et c'est vraiment Mm. important. Et tu as parlé des réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement un peu les réseaux sociaux aujourd'hui? Parce que euh, moi, je vois que voilà, c'est important dans ta situation et puis parce que ça aide les gens, ça a un immense point positif. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis l'accident en fait? Les réseaux sociaux, les relations. Ah bah c'est un mot qui va être, je pense, un peu fort, mais moi, clairement, ça m'a sauvé la vie, hein, genre, dans le sens où bah, tu te retrouves, je recontextualise, hein, tu te retrouves dans un centre de rééducation, t'es enfermé entre quatre murs. Je pense que voilà, certains l'ont vécu pendant le Covid où bah, ils sont restés pendant 2, 3 mois à la maison. Bah, vous imaginez la même chose, mais sur une année. Et ils n'ont pas supporté, hein? Et en plus de ça, ils avaient pas voilà, un magazine à handicap. Tout à fait. Ouais. Ils avaient accès à des choses. Et ce qui est assez rigolo, pareil, moi je me souviens du Covid, je vois plein de gens qui étaient dans une. Alors, on l'a tous vécu, ce côté très anxiogène, mais je vois beaucoup de gens qui étaient dans un profond mal-être. Et Ouais. moi, quand j'ai vécu la rééducation et quand j'ai vécu le confinement, j'étais tout seul chez moi, j'ai vu quasiment personne, mis à part mes auxiliaires. Et dans un tout petit appart, j'étais au Crous. Et genre, j'avais Netflix, j'avais du temps, je pouvais parler avec les gens. Et en fait, mais ils ont vécu ce que j'ai vécu. Donc, d'une certaine manière, moi, je l'ai pas spécialement super mal vécu, le confinement, bien au contraire. Hmm. D'accord. Et bref, Ouais. donc, pour revenir aux réseaux Les sociaux, réseaux sociaux, ouais. en fait, quand je dis qu'ils m'ont sauvé la vie, c'est-à-dire que, ben voilà, je suis enfermé dans un centre de rééducation, je m'ennuie, je me pose beaucoup de questions. J'ai une perte d'estime de moi qui est plus. La dignité, tu la mets de côté. Voilà, il y a beaucoup de choses à reconsidérer, etc. Et à ce moment-là, en fait, alors, le premier texte que j'écris, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'ambivalence dans mes émotions. Le Ouais. premier texte que j'écris, c'est un texte où je dis je vais m'en sortir, je suis le king, je suis le roi. Enfin, je sais plus comment. En fait, je nourris mon ego pour me dire ok, ça m'arrive à moi et vas-y, je vais aller de l'avant. Et 3 mois après, j'écris un autre texte. Donc là, j'avais pas partagé pendant 3 mois parce que pour le coup, entre le temps, j'étais quand même mal. Et là, je partage un texte qui est beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus triste, beaucoup plus douloureux. Et en fait, ce qui est assez paradoxal à ce moment-là, c'est que j'arrive à exprimer des choses. Je dis ce qui me passe par la tête. Alors, j'ai pas pu tout mettre, évidemment, ce qui me passait par la tête, parce que je suis limité par le nombre de caractères. Mais j'ai partagé, voilà, mes peines, mes peurs. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ce qui est assez fou, c'est que ben, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire un texte sur mon téléphone, le partager et que ça soit vu par des milliers de personnes. Parce que je commençais déjà à avoir, en fait, quand j'ai eu l'accident, il y a eu une caisse de résonance et j'avais déjà commencé à prendre un petit peu en visibilité. Et en fait, bah, ce second texte, il a repropulsé encore mon compte parce que justement, bah, j'ai eu une vague de soutien Hmm. par rapport à la difficulté que j'étais en train de vivre. Et là, je reçois une quantité de messages bienveillants, positifs. Et là, enfin, c'est une dose, c'est un shot de dopamine à ce moment-là, je pense, dans ton cerveau qui fait un bien incommensurable. Et en fait, ben,
je pense que peut-être le biais, il est peut-être aussi là, hein, ça devient peut-être même une drogue, tu vois, genre, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai commencé après à partager davantage. Ouais, Et en fait, ouais. dans la continuité, j'ai continué à partager des choses qui me passaient par la tête, et j'ai toujours eu, en fait, cet accueil hyper bienveillant. Et en fait, le soutien des gens m'a énormément permis d'avancer. Je pense que c'est une manière aussi de nourrir de l'énergie en moi. J'ai été aussi habité par le fait que il y a des gens qui voient en moi un potentiel, donc il faut que j'avance, il faut que je leur fasse honneur. Ils m'ont donné du temps, ils m'ont donné de l'énergie. C'est à moi de leur montrer qu'ils ont eu raison entre guillemets de parier sur moi. Mhm. Ça t'encourage aussi à Et avancer. Ouais. Ouais, exactement. Et puis, et au-delà de ça, ce qui a été aussi très salvateur pour moi, c'est le côté, dans ce lot de personnes, évidemment, j'ai rencontré des gens qui ont vécu la même chose que moi, mais des années avant, donc Ouais. ils sont devenus des exemples, des mentors. Et ces personnes, ils m'ont apporté tout un tas de réponses à des questions que je pouvais me poser. Donc, dans mon processus d'acceptation, dans mon processus de reconstruction, ça me permettait aussi de voir les choses sous un autre angle et d'avoir des personnes aussi avec une expérience sur qui m'appuyer pour avancer. Et c'est aussi cette raison pour laquelle maintenant j'ai investi les réseaux, c'est que c'est entre guillemets mon tour Ouais. et mon rôle, parce que sans être mon rôle, c'est que moi je le fais très spontanément, très naturellement, avec authenticité, de partager ces choses-là parce que moi ça me nourrit, ça m'aide de me sentir utile. Et toi, tout à l'heure, on parlait de questions de sens. Moi, j'ai redonné du sens à ma vie dans le sentiment d'utilité que je peux avoir pour les autres. Ouais, c'est Là ça. où mes réflexions, Ouais. excuse-moi de te couper, mais tu vois, genre en réanimation, je Ouais. précise, mais moi en réanimation, quand j'étais sur mon lit de réa, mais vraiment, je me dis, mais je sers plus à rien, ma vie, elle est fichue. Mhm. Et là, tu te dis, mais tu as un pouvoir pour la société qui est énorme. C'est magnifique ça, ce que tu dis, Martin, parce que en fait, j'ai remarqué que tu répètes beaucoup un sens à ma vie, un sens à tout ça. Et ça, c'est juste magnifique, Ouais, parce que si on arrive justement à comprendre ce que c'est ce sens, c'est bon en fait. On a toute la porte en fait, qui s'ouvre vers de l'espoir, voilà, vers toutes les belles choses. Et toi, aujourd'hui, ce sens-là, tu le définis comment? C'est quoi? C'est ce pouvoir que tu as pour ouais, c'est, en- parce que en- j'ai vu ce que tu as écrit, j'ai bien aimé, Inspire, be inspired. Ça, j'ai hmm. bien aimé. C'est ça ce que tu me dis depuis tout à l'heure, en fait. C'est ce que tu veux dire. C'est un cercle vertueux. Puis je pense que voilà, j'ai aussi beaucoup de valeurs assez hautes. J'ai des valeurs fédératrices et je trouve qu'on est dans un monde qui est très clivant. Ouais, Et moi, je me veux de me porter garant un peu de cette bienveillance qui peut être parfois parasitée par des défauts que j'ai, par de la condescendance, par des gens qui me saoulent, des choses que je tolère pas, par de l'injustice qui me répugne, etc. Mais je me dis que j'ai une histoire forte qui va capter les gens. J'ai une capacité à avoir pris conscience de certaines choses. J'ai une capacité aussi à exprimer des choses qui est peut-être aussi ma plus-value parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui triche. Je sais que je suis pas le mec qui m'exprime peut-être de la meilleure manière, mais je sais que j'ai une manière de faire qui va être authentique, qui va plaire à des gens. Et je me dis, on est dans un monde qui est tellement, qui est tellement, enfin, pas je vrai? trouve pas, non, pas dépressif parce que le mot est peut-être un peu fort, mais on est dans un monde qui est un peu malade où les gens, et on le voit, tu vois, genre il y a beaucoup de gens qui pètent un câble, ils sont dans des métiers qui leur plaisent pas, etc. Et quand on parle de sens, c'est aussi pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu de mes études où je savais pas trop quoi faire. C'est que j'avais entre guillemets plein de choses qui me permettaient d'être heureux. Je répondais à certains standards, je répondais à certains dictates de la société dans lesquels je m'étais moulé pour pas être atteignable, pour être invincible, tu vois, genre, notamment physiquement, tu vois, genre, je faisais beaucoup de sport parce que comme ça, on pouvait pas me critiquer là-dessus. Euh, et en fait, c'était un moyen pour moi, voilà, de me protéger de certaines choses. Et puis après, c'est peut-être lié à l'enfance où tu t'es pris des trucs dans les dents et Ouais, t'as un peu des choses à prouver, tu vois. Je pense qu'on est ouais, tous un peu pareil. pas Et en très fait, ce qui bien. est assez paradoxal, Mm. c'est que dès que enfin, à ce moment-là, je savais pas où j'allais dans ma vie. Et depuis 2, 3 ans après mon accident, en fait, je me suis dit, mais en fait, ça y est, je sais où je veux aller. Et en fait, tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, dès que tu as trouvé le sens à ta vie, mais comme tu te dis, en fait, ça t'ouvre le champ des possibles, ça t'ouvre toutes les portes. Et t'as plus de barrières, tu fais les choses pour toi. Alors évidemment, il faut rester politiquement correct, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas faire l'unanimité. Bon là, je parle un petit peu par rapport au réseau, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais les choses pour toi et quand tu sais d'où tu viens, d'où tu reviens, ce que tu vaux et quelles sont tes valeurs, et que en plus de ça, tu as défini un sens à ta vie, ben en fait, ça paraît un peu tout tracé, tu vois. Genre moi, depuis que je suis en fauteuil, je sais où je vais.
Je suis beaucoup plus serein par Mhm. rapport à mon avenir. Et c'est magnifique ça, en fait. Quand on a un sens à sa vie, c'est bon, on a un peu la clé du bonheur, en fait. Voilà, ce Mm, que recherche un peu tout le monde. mm, C'est super, magnifique tout ce que tu dis, Martin. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie, on va dire, dans toute cette période? Tu as dit bientôt 6 ans, c'est bien ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, on va dire, mais pas, ouais, j'imagine beaucoup de détails, beaucoup de choses, mais on va dire côté relation, côté toi et la société, tu vois, toi mm, face à la société. Avant, justement, en fait, tu faisais des choses un peu, on va dire, à ta manière, voilà, comme toi tu le mm, souhaitais, comme toi tu souhaitais le faire. Et puis aujourd'hui, certaines conditions t'ont justement imposé de faire les choses autrement. Évidemment, donc ta vie, en fait, a changé. Et puis, mm. euh, quand tu observes, on va dire, ta vie jusqu'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a changé vraiment? Oui, c'est difficile, en fait, peut-être, tu vois, Alors, il y a un truc il y a un truc qui me vient. Je pense que j'ai pris conscience de ma valeur, j'ai pris conscience de là où je voulais aller, et je me suis mis moins de barrières là où avant je me mettais beaucoup de barrières. Tu vois, notamment, tu vois, on parlait du, je parle de ce qui me passe par la tête oui, pour cet exemple-là. Mais tu vois, genre quand tu te retrouves en fauteuil, je faisais 1m81, plein de muscles. Genre, je m'imposais de moi-même par rapport à mon physique. bien sûr. Et j'avais une forme de respect d'autrui par rapport à ça. Et le jour où tu te retrouves en fauteuil, tout ça, ça s'effondre. Et tu te retrouves, tu fais 1m30, tu réponds plus aux standards de la société, tu perds tous tes muscles, tu prends un peu du bidou, là où avant tu avais le six-pack. Et en fait, bon, bah, déjà, toi, il faut que tu encaisses un petit peu ce qui t'arrive parce que tu t'es donné pendant tellement d'années pour atteindre Ouais, un certain niveau d'excellence ou d'exigence vis-à-vis de toi-même, euh, que bah, à ce moment-là, tu perds tout ça. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai dû tellement faire face à des situations où j'avais pas le choix que de m'imposer, que finalement, en fait, le fauteuil a, a conditionné le fait que je m'affirme davantage aujourd'hui. Avant, je m'affirmais beaucoup moins, j'avais beaucoup plus de doutes, même si j'en ai encore et que je le montre peut-être moins et que je sais peut-être noyer le poisson, mais je pense d'une certaine manière, j'ai quand même pris énormément confiance en moi et je m'affirme davantage. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui fait 20, 30, 40 centimètres de plus que toi, ouais. bah forcément, déjà, il y a un regard. Alors, encore une fois, je pose la question, je sais pas si ma vérité est la bonne, mais est-ce que, genre, il y a quelque chose de tacite et d'inconscient il y a un rapport de force et la personne, elle est en face, elle a peut-être pas ce rapport de force, mais peut-être que toi, tu as le sentiment que elle t'oppresse parce qu'elle est plus grande que toi. Donc ça, c'est toi vis-à-vis de toi-même. Et, euh, et à ce moment-là, euh, enfin, à ce moment-là, t'es obligé en fait de t'affirmer d'une autre manière, parce que c'est plus ton physique qui se déploie, c'est ta manière de communiquer, c'est ta manière d'interagir par rapport à l'autre, etc. Ouais, c'est pas le Et physique. ouais, c'est ça. Et tu vois, genre, c'est plus ton physique qui en impose, c'est ta personnalité. Et en fait, je pense que ça a aussi développé beaucoup de traits de ma personnalité qui étaient un petit peu enfouis, que j'avais, Ouais, mais que j'exprimais pas à son plein potentiel parce que je me cachais derrière un physique, peut-être, là où maintenant, ben, je peux plus. Et tu vois, genre, j'ai un exemple tout bête. Moi, ça m'est arrivé de prendre le bus. ouais. Et dans le bus, ben, c'est un exemple qui peut un peu illustrer ce que je suis en train de dire. Ben, t'es dans le bus. Et en gros, t'appuies sur le truc quand tu vas t'arrêter, là, sur le bouton. Et le mec, il descend pas la rampe du bus, tu vois, le chauffeur, il a oublié ou il va pour partir. Et ben là, si tu veux descendre à ton arrêt, t'es obligé de parler hyper fort pour l'interpeller, pour que le mec arrête. Et moi qui aimais pas forcément avoir le regard sur moi, parce que tu vois, j'aime bien être dans mon coin et pas forcément faire des sclandres, bah tu vois, genre à ce moment-là, t'es obligé de ton petit mètre 30 avec l'image que t'as de toi-même qui est un petit peu bah, quand même entachée à ce moment-là, bah, de te dire bah, tout le monde va me regarder, je suis obligé de m'imposer. Et en fait, quand tu t'imposes dans ce genre de situation, bah, tu te rends compte que tu peux t'imposer dans plein d'autres situations finalement. Et en fait, que le problème, souvent, c'est toi qui le crée. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça t'a permis de sortir de ta zone de confort, tout simplement. Et c'est très paradoxal, là, ce que tu dis. D'autres personnes vont, voilà, le voir de cette manière. Mais au fait, ça t'a permis de sortir un peu de ta zone de confort et puis de regagner en confiance. Mais c'est incroyable. Ouais, Alors, c'est hyper.
Voilà, ça c'est ta façon à toi de voir les choses, de voir, on va dire, ta perception, de voir un peu ce qui s'est passé. Et c'est ça justement ce qui est inspirant pour les gens. Mhm. Alors, je sais qu'en ce moment, bon, c'est déjà fini, je crois, mais tu es sur un projet qui a duré 3 ans, c'est bien ça? Ouais. C'est un projet dans le nom, en tout cas dans le nom enfin, c'est la résilience que j'adore. J'aime Mhm. énormément ce mot, pardon. Alors, la résilience, c'est un documentaire et en même temps, c'est un livre. Est-ce que c'est bien ça? Mhm. Voilà. Ça va C'est sortir. exactement ça. Dis-moi. En fait, donc c'est né d'un appel Ouais. que j'ai eu avec Laurie. Donc Laurie, c'est un mec qui est un peu dans la continuité de Mike Horn, Ouais. qui est un explorateur de l'extrême, qui va dans des endroits les plus reculés du monde, qui joue sa vie à chaque fois, et qui a une personnalité pour le coup qui est beaucoup plus exubérante que la mienne, qui est un mec qui a pas d'état d'âme, qui fonce tête baissée, etc. Et bon, ça, je l'ai appris un petit peu après, parce que c'est quelqu'un qui sait vendre un peu du rêve au début. Sauf que je savais pas ce à quoi je m'attendais. Ok. Et je dis pas que ça a été compliqué, même entre nous à certains moments, etc. Mais Laurie, voilà, il m'a quand même permis de faire ce projet qui est ambitieux, là où on n'était pas du tout attendu initialement. Et en fait, donc, le projet est né d'un appel qu'on a eu tous les deux, où il m'a dit, voilà, moi j'ai envie de t'emmener dans des endroits où les gens sur leurs deux jambes vont pas. Est-ce que toi en fauteuil, ça te tente? Moi j'ai dit, bah go, tu vois, genre, encore une fois, moi j'ai envie de donner du sens à ma vie. Ouais. J'ai envie enfin, c'est un beau sentiment de revanche Mm. que de reprendre un peu le contrôle sur quelque chose où tu l'as perdu. C'est faire des choses ambitieuses. Et je savais aussi que voilà, derrière, il y aurait des répercussions. Ouais. Et à ce moment-là, C'est vrai, il t'avait dit que tu allais passer par le Sahara et puis l'océan Atlantique. En voilà, plein. en gros, c'est ça. En gros, alors, en fait, ce qui était assez rigolo, c'est qu'à la base, on n'avait pas forcément identifié tout ça dès le départ. Ça s'est fait très progressivement et c'est aussi pour ça que le projet, il a duré, il a duré dans le temps. C'est que, Ok. bah là, on est parti une première fois dans les montées, dans les Pyrénées, espagnoles pour un petit peu apprendre à se connaître et puis pour faire une vidéo pilote qui aurait été un petit peu une vidéo d'illustration pour aller, toper à des portes, enfin, taper à des portes, de producteurs, de maisons de production, des chaînes de télé, des machins, des ceci, des cela. Et en fait, bah, il y a eu un très bel engouement sur la vidéo à ce moment-là. Et ensuite, on a plus ou moins défini les endroits où on devait aller. Donc, effectivement, on a choisi ce qu'on appelle biotopes différents. Donc, c'est trois environnements différents. Donc, il y avait le désert du Sahara, les Alpes, donc avec la montagne, la neige, etc. Et l'océan Atlantique, qui est forcément très symbolique par rapport à mon histoire, par rapport à mon accident, par rapport à la sienne aussi, parce que c'est un élément qui, voilà, Pour qui lui. lui, qui compte énormément pour lui, pour plein de raisons, même voilà, personnellement. On a vécu des choses, je pense, sans se le dire, et tu vois, on a enregistré les interviews studio là, il y a quoi, il y a une semaine ou deux. Et tu vois, sans se dire forcément, on est des hommes, tu vois, on sait pas forcément communiquer. Mais du coup, voilà, il a vécu des choses et j'ai vécu des choses qui, je pense, nous ont rapprochés malgré nous, même si on a deux personnalités qui sont différentes aussi. Et 40, c'est ouais. aussi ça ce qui est intéressant, c'est que bah, nos personnalités sont différentes, mais finalement, on a réussi à atteindre des objectifs Ensemble. ambitieux, Ouais, et ensemble. ensemble, à deux. Là où même lui, tu vois, genre bah, pendant les interviews studio, il me dit, et on s'en rend compte chacun, c'est que il me dit la vision que tu as, c'est pas du tout la vision que moi j'avais. Parce qu'au Maroc, par exemple, ça a été très compliqué pour moi parce que je régule pas la température du fait de ma tétraplégie et ça a Mm. été très compliqué. Et en fait, ben, moi, j'étais dans un état de psychologique très compliqué, physique très compliqué, que j'étais pas forcément soutenu psychologiquement à ce moment-là, et que eux, voilà, parce qu'il y avait le groupe avec Laurie, où il y avait le sentiment que bah, des fois, je pouvais pas faire du chiquet, mais entre guillemets, je repoussais pas suffisamment mes limites. Et en Ouais. fait, on s'est rendu compte que bah, son paradigme à lui, c'était pas du tout mon paradigme à moi. Et il y a un moment où, tu vois, genre, on s'est clashé, etc. Et pour autant, tu vois, on a quand même été au bout du projet parce que je pense que l'un pour l'autre, ça compte. Et Ouais. finalement, on a bien fait de le faire parce que, ben, initialement, c'est parti d'une idée, d'un coup de téléphone. Et ben, là, on va sortir un livre à la rentrée, donc Ouais. en septembre, Mm. qui est en précommande, et qui ouvrira, voilà, enfin, pour les gens qui achètent la précommande, ça ouvrira des places pour l'avant-première, qui aura lieu dans un grand cinéma à Paris. Ouais. Et enfin,
normalement. Je le dis là, mais j'espère que ça va se faire parce que bon, c'est toujours pareil, ça peut toujours évoluer. Et Ok. après, dans l'idée, on aurait aimé faire une tournée dans plusieurs villes. Après, pour le moment, là, à l'instant T, je peux pas te dire ce qu'il en est parce que Ok. voilà, ça dépend pas que de nous, ça dépend de plein de choses. Et puis il y a plus, voilà, le projet est devenu beaucoup plus grand et Mhm. que ça ne nous concerne que nous deux ou l'équipe qu'on avait entre nous. Mhm. Très beau projet. Et ce qui t'a encouragé à, ou on va dire, ce qui t'a poussé vraiment à aller vers ce projet, c'est toujours pour inspirer les gens ou tu avais une certaine motivation derrière? C'est quoi vraiment la plus grande raison derrière? Alors je pense qu'il y en a plusieurs. La première, c'est que bah, déjà, je fais les choses pour moi. Ouais. De me dire, bah, c'est une belle revanche en fait, de dire que bah, je suis en fauteuil. Quand j'étais sur mon lit en réanimation, je me suis dit, ma vie, elle est fichue, je vais rien pouvoir faire. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire plein de choses diverses et variées, avoir une vie riche. Et là, quand il me propose, je vais t'emmener dans le désert, je vais t'emmener dans les montagnes, je vais t'emmener sur un bateau, bah, à Ouais. un moment donné, genre, tu te dis, vas-y, go, quoi. Genre, je peux pas refuser cette idée-là de pouvoir voyager. Ouais. Euh, et si c'était un frère, je le referais, même si ça a été très dur, parce que voilà, encore une fois, Laurie, c'est quelqu'un qui triche pas, qui a pas d'état d'âme. Lui, le handicap, pas handicap, il s'en cogne un peu. Mais d'un Mhm. côté, moi, ça m'a énormément appris par rapport à ma capacité à encaisser. Ça m'a aussi appris à m'endurcir, là où j'avais déjà, je pense, une force mentale. Mais en fait, lui, il a pris, enfin, j'ai pris de la dureté qu'il peut avoir. Bah, je m'en suis un petit peu aussi inspiré, finalement. Et je pense que ça m'aide dans mon quotidien et ça a encore été un gain de confiance parce que je me dis, bah, mon quotidien, quand je dois me transférer sur ma chaise de douche, je dois me doucher tout seul, bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça que quand tu te retrouves dans le désert, à dormir sur un tapis et où t'es dans des chaleurs infâmes. Et je Mhm. pense que, tu vois, lui, il a aussi pris bah, une forme de sensibilité qui est la mienne et qu'il a peut-être pris conscience aussi que, voilà, la vie, il faut aussi un peu doser. Là où lui, il était un peu trop dans l'extrême et que bah, c'est aussi pour ça qu'on s'est rejoint, c'est que c'est ce qu'il dit dans le documentaire, c'est que lui, il a pris beaucoup de risques et que ces risques-là, bah, peut-être qu'il les prendrait moins maintenant parce que bah, il y a des choses qui sont peut-être plus essentielles dans la vie, voilà, la santé, la famille, ses enfants, etc., quoi. Ah, super, ça a apporté certainement alors beaucoup de choses à toi, ce projet, et puis à lui aussi. Quand vous êtes différents, ça a appris à chacun justement des choses différentes. C'est magnifique. Quel message aujourd'hui, au fait, tu portes au quotidien ou tu essayes en tout cas de transmettre via tes réseaux sociaux et à tout le monde? Alors déjà, moi, je pense que c'est aussi une notion dont je parle souvent, c'est le côté responsable. Donc ma responsabilité d'avoir une audience sur une thématique qui n'est pas forcément très valorisée dans la société, même si ça tend à évoluer, on en voit de plus en plus, que ce soit dans le handisport, des histoires sur la différence, des histoires inspirantes, etc. Après, enfin, il y a un point à souligner, c'est que souvent, en fait, dans le handicap, tu existes de deux manières. Et je pense que moi, je suis un peu dans l'entre-deux, où les gens se reconnaissent davantage en moi, parce que je suis quelqu'un d'ordinaire qui essaye de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, donc extraordinaire. Et tu vois, souvent, dans le handicap, tu existes de deux façons. Soit tu as le côté très misérabiliste, genre tout va mal, c'est la merde, Négatif. la compassion, l'empathie, il faut aider, voilà. Et tu as le côté super-héroïsation du handicap, bah, en gros, tu es inspirant que si tu fais des choses exceptionnelles, bah, je vais gagner une médaille d'or, je vais aller au jeu, je vais être un sportif de haut niveau. Et en fait, tu as l'impression que bah, quand tu es handicapé, tu peux pas exister si t'es au milieu, tu vois. Et moi, genre, je pense que tu vois, genre, ça, c'est une réflexion que je me fais depuis pas très très longtemps, dont je prends davantage conscience maintenant. C'est que je D'accord. pense que bah, moi, je suis quelqu'un de très ordinaire finalement, et j'arrive à faire des choses extraordinaires. Donc, on va Mm. dire que l'accessibilité des choses, elle est possible pour des gens qui pourraient penser le contraire finalement. Parce que moi, j'ai pas envie d'être un sportif de haut niveau. Et je suis pas dans le côté misérabiliste. Donc je pense que mon histoire, elle est aussi parlante pour peut-être plus de personnes handicapées dans ma situation. Et peut-être que voilà, mon discours fait aussi écho à des personnes qui traversent des difficultés, pas forcément liées au handicap, mais qui sont des difficultés qui sont les leurs. Et voilà, je pense que j'ai cette capacité à dire des choses et à fédérer.
j'ai envie d'être fédérateur, j'ai envie d'apporter quelque chose Ouais, c'est le de- message que tu j'ai portes. envie, j'ai envie d'apporter quelque chose de réfléchi, tu vois. Genre, Ouais. je trouve qu'on se perd un peu dans des choses des fois. Voilà, après, il faut tout pour faire un monde, mais il faut aussi savoir interpeller les gens sur des thématiques. Donc après, voilà, je sais que j'ai été critiqué pour... De Ouais. quoi? Pardon, mais c'est bien ce que tu dis, c'est que au fait, tu essaies un peu de créer un certain équilibre que peu de personnes justement arrivent à le créer au fait maintenant. C'est vraiment entre, euh, tu vois, tu as dit les gens qui se victimisent tout le temps et voilà, il faut m'aider, il faut me faire, il faut me faire. Et puis les autres qui essaient d'avoir des médailles, etc., qui sont un peu dans l'extrême. En fait, et toi, tu es un peu au milieu, tu peux faire... tu peux, c'est pas ça, mais vraiment, tu es vraiment au milieu et tu essaies Bien d'avoir sûr. cette harmonie qui te permet d'être voilà, heureux, épanoui dans ton quotidien. Non, non, clairement. Je voulais dire un truc, mais ça m'est sorti de la tête, tu vois. Oui, c'est ça, tu vois. Genre, par exemple, tu vois, sur les réseaux sociaux, des fois, ben, justement, genre, je vais être soit critiqué parce que les gens ont le sentiment que j'ai une vie rêvée, que je fais des choses extraordinaires, etc. Et paradoxalement, dès que je commence à pointer du doigt des choses qui vont pas, on va me critiquer aussi parce que... Et en fait, ce qui est difficile, et ça, c'est très aussi... c'est très lié aussi à ta personnalité, c'est que moi, j'essaie de trouver l'équilibre déjà de manière générale. Je suis quelqu'un d'assez nuancé. Je suis pas quelqu'un qui est aux antipodes ou qui est polarisé. J'essaie toujours de comprendre la mécanique de beaucoup de choses. J'essaie toujours d'être un peu neutre sur plein de thématiques. Mhm. Parce que ben, quand tu commences à prendre position, tu te rends compte que les gens, ils arrivent plus à se parler. Et moi, j'ai envie que les gens se parlent. Tu vois, je me dis que j'ai une histoire forte, que je peux interpeller sur ces questions-là, mais je me dis que enfin, ma mission, et quand je dis ma mission, voilà, c'est moi personnellement. Et je dis pas que j'y arriverai, mais en tout cas, c'est ce qui me permet moi d'avancer, c'est que cette ligne de mire que j'ai, c'est de me dire, bah voilà, j'ai peut-être une histoire qui peut aider des personnes dans mon discours et apprendre aux gens à être beaucoup plus ouverts entre eux. Parce que voilà, comme je disais, on est dans un monde qui est ultra polarisé et ce qui me chagrine aussi, c'est qu'on est aussi dans une ère où tout est très consumérisme. Malheureusement, c'est difficile de faire passer un message sur des formats comme sur Instagram, sur YouTube, etc. parce que les gens ont plus ce taux d'attention. En fait, on nous gaffe tellement d'informations que comment tu arrives à trouver ta place là-dedans? Comment tu arrives à toujours intéresser les gens? Et je trouve que, tu vois, genre, typiquement, un podcast comme on est en train de le faire là, bah, tu as le temps tellement de parler de choses que c'est beaucoup plus enrichissant et je pense que ça va beaucoup plus nourrir quelqu'un que de regarder des vidéos de 10 secondes sur TikTok et en fait finalement qu'est-ce que tu retiens sur les 100 vidéos que tu as vues dans la journée, tu vois. Ouais. Et je trouve ça ultra difficile parce que, toi, moi, mon métier, c'est de me dire, bah, faut que j'ai un canal de conversion, donc il faut que je fasse du format court. Mais finalement, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire le plus. Moi, j'ai Ouais. envie de parler pendant longtemps, d'apporter une vision un peu plus globale et etc. Et à la fois, bah, pareil, dans ma personnalité, j'ai pas envie de prendre la place qui n'est pas la mienne. Et j'ai pas envie d'être Martin Petit, le gourou et qui a la vérité, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui ont des histoires de vie qui sont incroyables et qui, moi, m'ont beaucoup nourri. Et Et c'est- d'ailleurs, tu vois, ça rejoint un projet que j'aimerais faire, c'est de ouais. profiter de ma visibilité pour un jour bah, l'offrir aussi à d'autres personnes. Comme ça, je sors aussi un petit peu de mon rôle et j'offre aussi la parole à d'autres. Mhm. Et voilà. Après, ce que je disais, je suis obligé de jouer aussi le jeu de la société. Il faut répondre à certains standards. Et quand tu vas à la télé, bah, il faut être un peu apprêté. Il faut, tu vois, il faut faire attention à soi. Enfin, tu vois, il y a des codes que tu te dois d'utiliser de façon à ce que bah, les gens enfin, typiquement, si tu fais une photo avec un téléphone de premier prix, alors évidemment, ce qui compte, c'est ce qu'on dit, mais tu vas beaucoup plus interpeller si tu fais des choses avec un peu plus de poésie, avec un peu plus de beauté. Enfin voilà, je pense que tu es plus attiré. Et là, on parle des réseaux sociaux, mais c'est transposable à une peinture. Si tu regardes une peinture qui est bien faite, elle va beaucoup plus t'interpeller que si c'est un truc qui est fait par ton neveu de 4 ans, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, je crois qu'il faut rester aussi soi-même. En fait, il faut être. Exactement. Et je crois que c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais au quotidien. C'est vraiment Mm. être authentique, même si tu essaies, tu vois, comme tu as dit, j'essaie de respecter un peu les standards, de faire ça et tout, mais tu essaies de tricher un petit peu, mais tu es authentique, voilà. Et ça se sent et ça se voit. Et tu vois, genre, c'est exactement ça. Et moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que je suis pas quelqu'un qui arrive à tricher. Et tu vois, quand je dis faut que je réponde à certains standards, tu vois, quand je me dis que j'ai une responsabilité, bah, je me dois d'avoir un certain niveau d'excellence. Donc moi, par exemple, je mets beaucoup la pression sur le vocabulaire que je vais essayer d'avoir,
sur la prestance que je peux avoir, qui est en plus de ça parasité par le fait que je suis en fauteuil et que bah, des fois je suis pas forcément à l'aise. Tu vois, j'ai fait des conférences où bah, occuper l'espace quand tu es en fauteuil, quand tu peux pas bouger, quand tu peux pas avoir des petites mimiques, des machins, des trucs, et bah mine de rien, c'est quelque chose de difficile Ouais, à gérer. Et ça, je l'apprends. Et en fait, bah, je pense que tu l'as vu au début du podcast, tu vois, j'ai eu du mal à me lancer, tu vois. ouais. Et j'ai du mal à trouver mes mots au départ parce que je sais pas comment je vais aborder le truc et tout. Et une fois que je suis lancé, tu vois, genre, ça va beaucoup mieux. Et ça, par exemple, quand tu passes à la télévision ou sur des formats plus courts ou quand tu veux en plus de ça, tu passes, je sais pas, dans la presse, bah, tu dois faire un condensé de ce que tu es. Tout à Donc fait. évidemment, Ouais. tu peux pas apporter une vision globale, une grosse réflexion sur un truc qui est limité. Donc c'est ça aussi qui est difficile. C'est difficile. Et tu vois, genre, moi, je suis authentique. Moi, ça m'arrive d'être à la télé où les gens, quand ils me voient, ils me disent, ouais, t'es hyper à l'aise et tout. Mais moi, au fond de moi, je le suis pas forcément. Alors, j'apprends à l'être à force de le faire. Mais tu vois, genre, tu sais, je vais bafouiller ou je vais machin. Mais comme tu dis, je suis moi-même. Et en fait, j'accepte aussi cette part ben, en fait, tu peux pas être parfait. Tu peux pas être parfait et toi, même la dernière fois, je sais plus avec qui je parlais de ça. Des fois, je dis, ouais, mais j'ai l'impression que j'ai oublié de dire quelque chose. Et t'as la personne, je sais plus avec qui je parlais de ça qui m'a dit, mais en fait, ce que tu dis, parce que t'as pas dit, les gens le savent pas parce que c'est dans ta tête. Donc, toi, tu as le sentiment que tu as omis des choses et que tu aurais voulu, mais eux, ils ont retenu ce que tu as déjà dit et c'est déjà très bien. Ouais. Et toi, déjà, quand tu es dans ce process de conscience par rapport à ça, bah, tu te dis, bon, bah, ouais, la personne, elle a pas tort et allez, stop, j'arrête de me mettre la pression. Et ça, Mhm. pareil, bah, j'apprends aussi à le faire. Exact. Bah, super. C'est magnifique d'être authentique, hein, en tout cas. Surtout quand on est sur les réseaux sociaux, parce que parfois, et si c'était pas souvent, on voit un peu de fake, et donc on a besoin vraiment de choses vraies, voilà, et réelles. Mm. Alors, de quoi tu rêves aujourd'hui, Martin? Si Ah, je, de quoi je rêve? Oh, ouais, c'est si je te beaucoup dis de choses. rêve, ouais. Mais si je te dis rêve, tu penses à quoi? C'est quoi la première chose qui te vient en tête ou... Bon, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Euh, Déjà, c'est continuer sur le chemin sur lequel je suis, continuer sur le sens que j'ai envie de donner. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, mais est-ce que j'atteindrai ce niveau d'ambition? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'aide à avancer. C'est ce qui me permet de nourrir et de transcender mes difficultés au quotidien et de pas voilà, bah, des petites merdes que je peux avoir au quotidien ou des trucs qui sont récurrents ou de la charge mentale que je peux avoir, bah, finalement, j'arrive toujours à avancer parce que je suis animé par ce truc d'atteindre un niveau d'ambition. Et en Mm. fait, moi, mon ambition, elle est pas d'être le plus connu, d'être le plus riche, parce que c'est pas ça l'essentiel dans la vie. Par contre, une chose est sûre, c'est que je sais que j'ai des compétences en moi qui font que j'espère, un jour ou l'autre, Mm. d'avoir suffisamment de possession, de possession en compétences, en relations, euh, d'avoir une forme de pouvoir Mm. pour pouvoir justement aider le maximum de personnes. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, il faut que je pense à moi, parce que c'est important d'avoir un sas de décompression, d'avoir un exutoire. Là où, tu vois, c'est quelque chose dont je parle souvent. L'exutoire pour une personne en fauteuil, elle va être beaucoup plus compliqué parce que si je veux aller faire du vélo, bah, ça va me coûter 6 000 € pour m'acheter un vélo. Moi, tu vois, j'ai ma petite terrasse qui est là. Je peux pas le mettre tout seul sur ma terrasse. Je peux pas sortir tout seul de chez moi. Donc, il faut que j'ai une maison avec garage électrique, Ouais. avec un vélo que je peux me payer à 6 000 balles pour pouvoir un jour faire du vélo. Et tu vois, genre, moi, je veux pas que ça soit aussi un frein à mon épanouissement le jour où, admettons, demain j'ai des gosses, tu vois. Demain j'ai des enfants, je veux pas que ça soit un frein à mon épanouissement. Donc, en fait, moi, c'est un peu, quand je dis qu'il y a plusieurs choses, c'est que moi, je veux atteindre un niveau de confort de vie, je pense comme tout le monde pour pouvoir avoir ces sas de décompression qui sont peut-être beaucoup plus accessibles pour des gens valides. Et c'est aussi ça, moi j'ai envie de leur faire prendre conscience, c'est que moi demain j'ai envie d'aller me balader, bah je peux pas, je suis limité dans mon périmètre, je suis limité dans l'accessibilité, dans le bitume, dans plein de choses. Dans est-ce que j'ai le matériel pour y aller, est-ce que j'ai la voiture pour y aller, est-ce que sur place je peux emmener quelque chose qui me permet d'aller un peu plus loin avec une roue électrique, etc. Alors que tu vois, toi quand tu es sur tes deux jambes, bah tu peux prendre une paire de chaussures de randonnée Kalenji à des 4 Mm. et tu peux aller te balader en nature. Et tu vois, moi, ces moments-là, je les ai plus. Mm. Et, et moi, je me dois d'être hyper patient, d'être ambitieux pour un jour avoir ce confort de vie, pour avoir ces moments-là, qui me permettront après de pouvoir aider, de pouvoir aider les autres. Et après, comme on disait aussi, c'est trouver l'équilibre entre ben, sa vie perso, sa vie, voilà, des projets un peu plus perso, le jour où j'aurai ma femme, mes enfants. Voilà, moi, ça se voit pas forcément, mais je suis un grand romantique, tu vois, genre. Je suis un grand romantique et genre j'aspire à ce que les choses se passent bien
Et voilà, après, est-ce que j'ai été conditionné dans ce truc tu vois, de la vie, c'est ça? Je sais pas, tu vois, genre. Bah, tant que tu y crois, c'est magnifique, hein. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, moi, c'est le truc qui me fait rêver. Après, bon, là, je peux en parler, mais c'est vrai que j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, tu vois, mais je pense que c'est aussi l'authenticité, c'est ce qui me vient spontanément. Je me suis séparé il y a peu, ça n'a pas été facile, et pour autant, voilà, la vie, elle s'arrête pas. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est quel est le sens que tu redonnes? Bah, le sens que je redonne, c'est que bah, je pense un peu plus à moi pour le moment. Je vais aller là où peut-être je me suis un peu oublié dans ma relation, dans le sens où bah, je pense à mes projets avant tout. Donc, je vais pouvoir atteindre plus facilement ce niveau de confort. Et puis peut-être qu'un jour, voilà, je pourrais être avec quelqu'un où je suis épanoui, où je peux entre guillemets mettre ma famille à l'abri. Voilà, un peu mon rêve. Et Ouais. après, mon rêve ultime, c'est d'avoir suffisamment de pouvoir pour, je sais pas, créer peut-être des assos, créer des structures qui me permettent d'aider aussi d'autres personnes dans ma situation. Mm. Mais encore une fois, ça, c'est ce que j'ai dans ma tête. Est-ce que j'y arriverai? J'en suis pas convaincu, je sais pas. Et je reste une personne lambda, tu vois. En tout cas, je suis animé par ça, comme je le disais. Et après, moi, mon plus gros niveau d'ambition et ma plus grosse réussite, et là, c'est un peu le côté Ouais. très idéologique, mais c'est de me dire, bah, demain, j'ai tellement d'argent, par exemple, que je suis Bruce Wayne, tu vois. C'est un peu comme Batman qui est dans les ténèbres, qui se relève des ténèbres et qui en fait, qui a suffisamment d'argent pour aider les autres. Et moi, ce que j'aimerais plus tard, c'est de mettre de l'argent dans des trucs dans la recherche. Non pas que j'attends de remarcher pour être heureux, par exemple. Parce que moi, j'attends pas en fait de remarcher pour vivre ma vie. Par contre, si je peux éviter à des personnes de vivre les process quand même mentaux, psychologiques par lesquels tu passes, qui sont quand même d'une difficulté qui sont énormes, bah, si je peux éviter à des gens de passer par là et un jour, tu vois, pouvoir participer à ça, à quelque chose de bien plus grand que moi, eh bien, tu vois, genre, c'est quelque chose qui me permet d'avancer. Donc, tu vois, j'ai toujours été animé par ça depuis le départ. Et, et mon plus grand rêve, il est là, c'est de trouver l'équilibre entre bah, ta vie de famille, ta vie perso et bah, ma volonté d'aider les autres. Et encore une fois, bah, ça rejoint le truc au global qu'on disait tout à l'heure, c'est tout ça, ça donne du sens à ma vie. Ça fait un sens à ta vie. C'est très beau ce que tu me dis et c'est très généreux, hein, parce que penser aux autres, penser à soi, évidemment, on commence par nous-mêmes et puis penser aux autres pour apporter quelque chose, en tout cas qui leur sera utile. C'est tellement généreux. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui, Martin, quand tu regardes un peu Martin, comme si que c'est une image face à toi, qu'est-ce que tu dis sur son parcours, sur son chemin? Voilà, s'il y a un mot ou quelques mots à lui dire. Bon, je pense que c'est, alors, je dis ça pour moi parce que voilà, le sujet c'est mon histoire, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Je pense qu'il faut être fier de soi, de ses accomplissements, et ces accomplissements, c'est pas faire que d'aller en haut des dunes du Sahara, faire un décollage en parapente dans une montagne sur les Alpes. C'est pas que ça en fait. Ta fierté, tes accomplissements, ça peut être ton quotidien, ça peut être la routine que tu mets en place pour toi, ça peut être qu'est-ce que tu mets en place pour aller bien. Et des fois, ça va être bah, se préparer un bon petit plat, ça va être préparer un cocktail pour tes amis, ça va être aller boire un verre en terrasse avec tes potes, ça va être s'autoriser aussi des choses qui sont peut-être un peu pernicieuses, mais tu vois, genre moi, ça m'arrive de fumer une clope, tu vois, alors que je le montre pas sur les réseaux parce que ça donnerait une mauvaise image, tu vois. Tout à l'heure, on parlait du politiquement correct, mais ça Ouais. m'arrive des fois de me dire bah vas-y, je me fais plaisir, c'est un peu mon seul vice. Et bah genre vas-y, je fume une cigarette. Et en fait, il faut s'autoriser des moments qui peuvent te faire du bien. Bon là, en l'occurrence, évidemment, ne fumez pas, les enfants, c'est C'est mauvais c'est pour pas la bien, santé. c'est mauvais pour la santé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut être fier de tout ce qu'on fait. Il faut être Mm. fier de bah on a notre quotidien, on a tous nos difficultés et en fait, on arrive à les gérer. On arrive à les gérer et on a su aussi composer avec des moyens qui Mm. nous sont accessibles maintenant pour bah, aller bien dans sa tête, il faut soigner sa santé mentale et ça, je pense qu'on le fait pas suffisamment. Faut être content de dire, bah, je peux étendre mon linge chez moi, j'ai de la nourriture dans mon assiette, j'ai un toit sur la tête. Et ça, Est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de chaussures, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de possessions, etc. Et je dis ça alors que je suis le premier à avoir été conditionné dans ce mode de vie consumérisme, tu vois, enfin consumériste, où bah, je suis comme tout le monde, j'aime les belles choses, mais est-ce que j'en ai besoin d'en avoir dans l'excès ou à outrance? Et tu vois, mm. j'essaie en tout cas d'avoir ce positionnement de réflexion
pour pas tomber dans quelque chose d'excessif et qui me représente pas. Hmm. Après voilà, Et c'est d'autres questions philosophiques. tu as parlé de fierté. Tu es fier de toi aujourd'hui? Ah, moi, je suis fier de moi de ouf. Super. Je suis fier de moi. Par contre, voilà, je pense qu'il faut, et c'est aussi une notion dont je parle souvent. Hmm. Et tu vois, j'ai encore eu la conversation hier avec une amie. Ouais. Et tu sais, elle me parlait de l'ego, etc. Et je lui dis, mais en fait, les gens, ils associent souvent l'ego à quelque chose de, de, de mauvais, de mal vu. Et en fait, ça a été ça a été beaucoup. En fait, l'ego, alors, je pense me tromper sur beaucoup de choses. Donc, il faudra vérifier les sources. Mais j'avais lu un livre de Fabrice Midal je crois, qui doit être dans ma bibliothèque, qui est juste là, qui est soyez narcissique et soyez heureux. En fait, il explique que l'ego, bah, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi, c'est prendre confiance en soi, et que tant que tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les autres. Souvent, tu regardes les gens qui te critiquent, c'est des gens qui sont mal vis-à-vis d'eux-mêmes, qui sont en souffrance vis-à-vis d'eux-mêmes, qui ont de la jalousie de choses que Heureux. toi tu Ouais. as et que eux n'ont pas. Hmm. Et, euh, et en fait, il explique que l'ego, c'était quelque chose qui était très très bien vu à l'époque de l'Antiquité, parce que l'amour de soi, c'était ce qui comptait le plus, et qu'en fait, les théologiens de l'époque, par rapport, tu vois, au catholicisme, par exemple, Ouais. ben, c'était l'amour de Dieu plus que tout. Donc Hmm. forcément, l'amour de Dieu était antinomique avec l'amour de soi. Donc Ouais. en fait, on a associé ce mot-là à quelque chose de péjoratif, Ouais. alors qu'à la base, c'est quelque chose qui est bienveillant et vis-à-vis de soi-même. Et si tu es bienveillant vis-à-vis de toi-même, c'est ce que je disais, c'est que tu peux l'être par rapport aux autres. Ouais. Et, euh, et ce que je dis souvent, c'est un mot que j'ai appris et que je réutilise depuis quelques années, c'est la Ouais. fatuité. La fatuité, c'est la satisfaction de soi-même. C'est un ego certainement qui se révèle dans une extrémité, tu vois, de suffisance, de euh, tu vois, genre que tu montes de manière un peu ridicule, de manière ostentatoire. Hmm. Et je pense il faut pas confondre effectivement cet ego qui est pour moi important de nourrir et la fatuité qui est, bah, en gros, tu te suffis à toi-même, tu penses que tu es le meilleur et tu écrases les autres, tu vois. Et voilà, c'est deux notions qui sont intéressantes, je trouve, Ouais. dans la réflexion. Ouais. Après, on tombe un peu dans l'égoïsme, etc. Donc, c'est ce qui est mauvais, on va dire, quand il y a énormément d'ego. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, quand c'est beau, l'ego, c'est là où ça respecte un peu En fait, on se respecte, on s'aime et on se donne le meilleur pour pouvoir, en fait, le donner aux autres. Coup aussi d'équilibre, c'est que ben, c'est dur aussi de trouver l'équilibre entre penser à soi et penser aux autres. C'est que ben, si tu penses pas à toi un minimum, ben, à un moment tu vas faire un burn-out moi, je sais que par exemple, je me suis mis énormément la pression parce que les gens, en fait, ils t'accordent une image, ils t'accordent une forme de responsabilité, ils te mettent un peu une cape sur le dos et tu te dis, ouais, faut que je m'en porte digne. Sauf que, ben, comme tout le monde, je suis un humain, j'ai mes émotions, il y a des moments où ça va pas dans ma vie, il y a des moments où, bah, toi, tu vas me partager, je peux pas partager les 10 cagnottes litchi que je vais recevoir dans la journée, je peux pas recevoir toutes les associations que je reçois dans la journée, je peux pas recevoir, enfin, je peux pas être le parrain de toutes les associations. Et en Ouais. fait, des fois, moi, j'ai cette forme de culpabilité et cette difficulté bah, il faut que je pense à moi. Parce que ma santé mentale a prime et parce que si je devais répondre déjà à toutes les sollicitations, ben déjà humainement c'est pas possible puisque je reçois trop de messages. Ouais. Et ça, tu vois, c'est aussi un truc que on parle pas souvent pour les créateurs de contenu, mais c'est quelque chose qui, pour moi, me pèse. Et trouver l'équipe, ça passe aussi par là. C'est savoir prendre de la distance aussi avec certaines personnes. Parce que des fois, on va te faire culpabiliser d'être ce que tu es ou de faire ce que tu fais. Et en fait, les gens voient la réussite et ils pensent que tu penses qu'à toi, alors qu'en fait, ils voient plein de choses que tu fais pas en sous-marin, en off. Et en plus de ça, enfin voilà, moi, j'ai pas besoin de mettre en avant tout ce que je fais. Des fois, je vais donner pour une cagnotte. Des fois, je vais aider quelqu'un. Des fois, je vais partager quelque chose et j'attends rien en retour. Et ça, en fait, tous les gens le voient pas. Mais tu vois, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui sont jaloux d'une forme de réussite et du coup ils vont voir ce qu'ils ont envie d'interpréter et ils vont pas voir ce que tu fais à côté. Et des fois moi ça me pèse, tu vois. Ça me pèse Ouais, 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 parce je que comprends. Ils vont voir en fait ce qu'ils ont envie de voir, pas ce que tu fais réellement. Donc là, hmm. ils le cachent bien, mais voilà, ils voient juste un peu leur faiblesse à eux. Et Puis des fois ça excuse-moi de te couper mais ça peut être aussi par période, tu vois, il y a des moments où j'ai envie d'aider les autres au max parce que c'est mon moyen à moi de d'avancer à ce moment-là. Et ouais. tu vois bah là quand je me suis séparé
je me suis dit, mais en fait, vas-y, je répondais à quasiment personne sur Instagram d'ailleurs. C'est pour ça que t'as eu un peu de mal à rentrer en contact avec moi, je suis désolé. Mais Ouais. tu vois, genre, j'avais pas spécialement envie de répondre sur Instagram. J'avais envie de profiter. Je suis allé voir des Non, amis, je me suis un peu c'est aéré normal, c'est l'esprit, la humain. tête. Bah oui, Et j'ai besoin de ces moments-là si demain je veux atteindre ce que je disais tout à l'heure tout à fait. dans mon niveau d'ambition. Il faut que j'ai ces moments-là. Ouais, tout à fait. Sinon, tu pètes un plomb. Oui, oui, pour créer cet équilibre. Alors, on est arrivé à la fin de cet épisode, Martin. Tu as parlé de la persévérance dans l'un de tes posts et voilà ce que tu as écrit. C'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Alors, comme dernière question, justement, qu'est-ce que c'est la persévérance selon toi aujourd'hui? Le post, il a été fait en 2020. Toi, Ah, aujourd'hui, d'accord. Je saurais pas. t'en penses quoi de la persévérance aujourd'hui? Selon toi, selon ton parcours, tout ce que tu as pu vivre? Déjà, ce qui est rigolo, c'est que des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai écrit des textes comme ça. Des fois, je me dis, mais je suis. Des fois, je me dis, ah, j'écris pas mal. Je me Des dis, moments, est-ce que tu. des moments d'inspiration, c'est ça où? Ouais, ouais, je sais, ça m'arrive, mais c'est. Mais non, la persévérance pour moi, c'est. La persévérance pour moi, c'est la régularité, c'est l'acceptation de ce qui est pas immuable. C'est c'est faire confiance au temps, faire confiance à soi-même. Euh, être attentif à quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts et comment tu arrives à composer avec. Et, euh, et la persévérance, c'est se laisser le temps que les choses se réalisent. Et je pense que tout ne vient pas du jour au lendemain, tu vois. Dans 4 5 ans, ma vie, elle sera encore différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Et, et tout ça prend du temps. Et je pense que la persévérance, c'est une notion que j'associe beaucoup au temps. C'est que il faut croire en soi et qu'un jour ou l'autre, tout ce que vous avez fait pour vous dans votre vie, elle vous sera rendue en fait. Il y a un Ouais. jour ou l'autre où je suis convaincu que si tu te donnes les moyens et si tu sais t'entourer et si tu travailles sur toi, si tu investis sur toi-même, il y a un moment où tu vas t'élever et il y a un moment où ça va ouvrir des portes et c'est aussi la persévérance, c'est aussi savoir les saisir, c'est aussi savoir dire non à certains moments. Ça englobe tout un tas de choses en fait, la persévérance. Et la persévérance, voilà, c'est apprendre à se faire confiance à la vie et laisser le temps au temps. Et je pense que le temps, pour moi, enfin, jusque-là, a toujours été un allié de taille pour avancer. Et c'est sûr que quand tu vis une difficulté sur le moment, tu as l'impression que ta vie, elle est très difficile mais que bah, tu te rends compte que le temps c'est le meilleur des remèdes. Et voilà, la persévérance, c'est aussi cette capacité à investir sur soi et à aller de l'avant. Et un jour ou l'autre, voilà, on en récoltera les fruits. Faut Ouais. semer les petites graines et Tout à fait. Attendre, respecter le temps. J'aime bien le temps. Exa- exactement. Ouais, merci Martin. Merci alors pour cette dose de quoi? Franchement, de beaucoup de choses, on va dire, d'espoir, de détermination, de rêve, d'ambition. Et je suis sûre que tu as inspiré, en tout cas pendant cet épisode, beaucoup de personnes, y compris moi-même. Merci beaucoup, Martin. Merci pour, Merci. voilà, pour cette belle énergie que tu nous as transmise aujourd'hui. Merci à toi. Et puis désolé si je parle beaucoup, c'est Avec un immense plaisir. Ouais. Puis apporte, super. Bon, voilà, à tout le monde aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt. merci Sia. À très bientôt. Salut.